Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui Alain Vidalis. Bonjour Monsieur le Ministre. Vous êtes donc ministre délégué aux relations avec le Parlement. Vous n'êtes pas forcément super connu dans le grand public, mais pourtant vous êtes un des rouages essentiels à l'Assemblée nationale, où vous avez été élu pour la première fois en 1988, si je ne me trompe pas. Nous verrons bien sûr l'actualité immédiate avec vous, c'est-à-dire la fin de la discussion budgétaire à l'Assemblée nationale, puis le budget ira au Sénat. Avec Caroline Vigoureux. Bonjour Caroline. Nous mesurons votre e-empreinte, votre réputation numérique, puisqu'elle a fouillé Twitter, les réseaux sociaux, ce qu'on dit de vous. Alors ma première question, je voudrais savoir un petit peu si vous ne redoutez pas, comme sur la réforme des retraites, finalement, que certains députés socialistes sur la discussion budgétaire vous fassent défaut au moment du vote. Pas du tout, parce que la question qui est posée est d'une nature différente. J'ai envie de dire que l'amplitude et la question qui est posée n'est pas la même. Pas simplement les députés socialistes. À l'ensemble de la majorité, la règle qui est posée est claire, c'est-à-dire ceux qui sont représentés au gouvernement. Lorsqu'on fait partie du gouvernement et de la majorité, on vote pour, on s'abstient pas, on vote pour le budget de la France et on vote pour la loi de financement de la sécurité sociale. C'est le contrat qui a été passé à l'origine et c'est un contrat certes limité, ne concerne pas l'ensemble des autres textes, mais là les choses sont claires. Évidemment. C'est le marqueur, c'est la évidemment pour les députés, c'est la règle. Évidemment pour les députés socialistes et aussi pour l'ensemble de la majorité. Quand on fait partie d'un gouvernement, on vote la loi. Alors on sait que le Front de gauche, plus ou moins laissé entendre qu'il voterait sans doute contre à l'Assemblée. Bien sûr. Mais les députés écologistes, est-ce que vous leur dites quoi? Non mais j'ai rien à leur dire. Ils appartiennent au gouvernement, ils connaissent cette règle parfaitement. Donc, je ne vois pas comment ils pourraient envisager de voter contre, si ce n'est évidemment d'en tirer les conséquences. Ça, c'est leur liberté. Mais la règle est claire, on ne peut pas faire partie d'un gouvernement et voter contre le projet de budget. C'est vrai pour les députés socialistes, puisque c'était votre question, mais oui, c'est vrai pour tous ceux qui sont au gouvernement. Évidemment, ça n'est pas vrai pour les députés communistes qui, eux, n'ont pas pris la responsabilité de rentrer au gouvernement. Donc, on ne va pas leur demander d'assumer les responsabilités qu'ils n'ont pas prises. Caroline. Bruno Leroux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, s'apprête à distribuer des règles dites de vie collective aux députés. On a l'impression qu'en ce moment, c'est de plus en plus difficile de contenir la colère de certains élus socialistes. La colère, la volonté de travailler, il y a une vraie contestation au sein du groupe. De participer. Non, je ne crois pas. Je pense que chez les députés socialistes, il y a la volonté, puisque c'est le groupe majoritaire aussi, de faire vivre le Parlement. Et vous savez, on est en train de voter le budget, et l'empreinte du groupe socialiste sur ce budget, elle n'est pas négligeable. Disons un chiffre comme ça, en général, entre le budget que présente un gouvernement sous toutes les majorités et celui qui sort, la marge de manœuvre elle est autour de 300 millions habituellement. C'est-à-dire c'est assez limité. Là, on est quand même sur une modification qui va porter sur pratiquement 1 milliard et demi. Donc il y a eu un vrai travail qui a été fait et je pense que les députés socialistes peuvent être satisfaits de l'écoute du gouvernement. Donc les 17 députés socialistes qui ont voté, qui se sont abstenus sur la réforme des retraites ont intérêt à rentrer dans le rang. Ils n'ont pas intérêt à rentrer dans le rang. Je veux dire, on leur a demandé effectivement de soutenir l'action du gouvernement. Ils ont tous été élus après l'élection de François Hollande. Et on ne peut pas, c'est un peu le débat sur les retraites si vous voulez, c'est-à-dire on ne peut pas soutenir les bons articles et puis s'exonérer de la responsabilité sur le financement. C'est un texte qui est un vrai texte avec des marqueurs de gauche, mais à l'entrée, une ligne, un passage obligé qui est comment on fait pour trouver 20 milliards à l'horizon de 2017. Mais personne ne peut s'exonérer de ça, et on s'en est pas exonéré. Et en même temps, on a mis dedans ce qui aujourd'hui permet de corriger des injustices de notre système de retraite, notamment pour la pénibilité, donc pour les ouvriers. Enfin, comment on peut ne pas voter un texte sur les retraites qui, au fond, met fin à une des injustices dont personne n'a parlé jusqu'à présent d'une manière forte? C'est quoi la principale injustice de notre système de retraite? C'est l'espérance de vie. À quoi ça sert de dire « Ah oui, mais on faut cotiser 43, 45 ans » si on sait que les ouvriers, dans certaines circonstances, eh bien les gens, ils ont 6, 7 ans
d'espérance de vie en moins. Donc ça voulait dire aujourd'hui qu'on avait un système, pour dire les choses crûment, où en fait les ouvriers payaient pour les cadres. Je veux dire, quand on est de gauche, on est pour soutenir une telle réforme. Monsieur le ministre, vous parliez justement de marge de manœuvre. Après le budget, ce sera celui de la Sécu. Les députés vont enchaîner avec la discussion générale sur la Sécu. Et on voit cette fois-ci que le gouvernement a laissé peu de marge de manœuvre. Or, selon les comptes, on dit qu'il faut trouver 6 milliards d'économies à voter, plus les compensations accordées aux entreprises dans le cadre de la réforme des retraites. On ne va pas rentrer dans le détail. Les députés socialistes ne risquent pas cette fois-ci de traîner un peu les pieds sur la Sécu, plus peut-être que sur le budget? J'ai un peu l'impression inverse. Sur le budget, il y avait des vraies discussions de fond sur est-ce qu'il faut toucher au crédit compétitivité, est-ce qu'il faut toucher au crédit impôt recherche. Enfin, il y a des débats, l'assurance vie, il y a des vraies questions de fond. Sur le financement de la sécurité sociale, aujourd'hui, chacun voit bien qu'il s'agit d'avoir une gestion, au fond, rigoureuse. Parce qu'il y a la nécessité de faire baisser les déficits, que les décisions les plus complexes ont déjà été annoncées, s'agissant de la branche famille, s'agissant notamment des questions de fiscalisation de tel ou tel avantage familial. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un texte qui est stabilisé. Et il y a quelques débats qui sont importants, on a vu sur les boissons énergisantes, des choses comme ça. Mais je n'ai pas l'impression qu'on est sur des sujets qui poseront difficulté. Et au Sénat, a priori, le budget ne passera pas faute de majorité puisque le Front de gauche s'y oppose. Concrètement, comment vous allez faire? Et comme l'année dernière. Voilà. C'est assez simple, c'est prévu par la Constitution. C'est regrettable, hein, parce que c'est compliqué. Ça allonge la discussion. Ça la raccourcit, ça l'empêche. C'est assez compliqué. La règle est la suivante, je m'excuse de la rappeler. C'est la première partie de la loi de finances, c'est les recettes. Et la règle prévue par la Constitution, c'est un peu logique d'ailleurs, c'est si vous ne votez pas les recettes, vous ne pouvez pas discuter les dépenses. Mais les dépenses, c'est quand on discute point par point du budget de la défense, du budget des sports, c'est ça qui est aussi intéressant pour les parlementaires. Et en fait, ce qui se passe au Sénat, c'est que comme on n'a pas de majorité, il n'y a pas de majorité pour soutenir le gouvernement au Sénat, ce n'est pas une information, c'est une réalité. Comme l'année dernière, ils ne vont pas voter la première partie. Mais après, ce qui se passe, c'est que le Sénat ne discute pas les budgets, mission par mission, on appelle ça, c'est-à-dire en réalité ministère par ministère. D'accord. Une nouvelle polémique a surgi cette semaine avec l'affaire Leonarda qui embarrasse, on l'a vu, le gouvernement et l'exécutif. Y a-t-il un problème, Manuel Valls? Il n'y a aucun problème, Manuel Valls. Il y a un ministre de l'Intérieur qui applique les lois de la République et qui est un républicain, et je conteste à quiconque de venir porter une interrogation ou la moindre contestation sur l'engagement républicain de Manuel Valls. Sur la question de l'immigration, il a lui-même, il faut le rappeler, il a lui-même fait avancer les choses sur des sujets qui appartiennent à la gauche et qui étaient une revendication. La fin du délit de solidarité, c'est quand même lui qui a porté cette précision. Le fait que les familles, justement, et on s'approche de notre affaire, ne peuvent plus aujourd'hui être dans des camps de rétention avec les enfants, mais assignés à résidence. C'est une des circonstances de cette affaire. Tout ça, c'est lui qui a mis ça en œuvre, notamment pour aboutir à la circulaire du mois de novembre. Donc franchement, la question qui est posée aujourd'hui, et qui est une question qui est légitime, c'est est-ce que l'école, le temps scolaire en général, doit être sanctuarisé, c'est-à-dire, bon, est-ce que la société peut se dire... C'est-à-dire assouplir la circulaire, justement, et sanctuariser l'école à l'intérieur de cette circulaire. La préciser si c'est nécessaire, on va voir... C'est ce que l'Élysée a laissé entendre hier soir. On va voir. D'abord, les résultats de l'enquête administrative. À l'heure où on parle, pour dire les choses très clairement, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de confusion, y compris sur les activités des personnes concernées. Enfin, ça ne m'a pas l'air tout à fait clair. Donc ce qu'on a besoin de savoir, c'est comment ça s'est passé exactement. Vous savez qu'y compris dans le milieu associatif, c'est pas très clair. On aura le rapport, et ce que dit le communiqué de l'Élysée, qui me paraît l'évidence, c'est on tirera les conclusions, notamment... que vous disiez vous-même, à savoir est-ce qu'il faut préciser que le temps scolaire est sanctuarisé. Et en attendant ces conclusions, la gauche est divisée toute la semaine. On a entendu le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, émettre de nombreuses critiques. Est-ce que ce n'est pas un problème de voir des ténors socialistes se diviser comme ça? C'est un problème. Il n'y a pas eu de discours divergent à l'intérieur du gouvernement. Quand Vincent Peillon dit l'école doit être sanctuarisée,
Manuel Valls n'a jamais dit ça que reste l'école une critique, ne devait pas être sanctuarisée. Non, mais c'est un raccourci qui n'est pas qui aboutit. Mais le président de l'Assemblée nationale qui fait un tweet. Le président de l'Assemblée nationale s'est inscrit dans il n'est pas tenu par la solidarité gouvernementale. Donc il n'y a aucune expression à l'intérieur du gouvernement. Non, je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Et surtout, il y a une facilité à opposer la loi et les valeurs. Parce qu'au fond, on en est là. Certains disent, oui, mais la loi, elle est ce qu'elle est, mais nos valeurs font qu'il ne faudrait pas respecter la loi. Eh bien, je pense que quand on est républicain et qu'on pense que nos valeurs, et c'est possible, le débat doit être ouvert, que nos valeurs ne se retrouvent pas dans la loi, alors on change la loi. Alors, ça, c'était la seule réponse possible aujourd'hui quand on est républicain et que j'invite vraiment tout le monde. Donc, Claude Barthelone s'est un peu précipité avec son tweet? Non, il a rappelé un principe. Et je pense que s'il avait été membre du gouvernement, il aurait probablement écrit que la première partie. D'accord. Caroline, alors, vous avez scruté la toile à propos d'Alain Vidalis. Oui, alors sur Twitter, il y a une note qui circule que vous aviez rédigée en décembre 2008 lorsque vous étiez secrétaire national au travail et à l'emploi au Parti socialiste, et dans laquelle vous disiez que la réforme, l'extension du travail du dimanche était une réforme inefficace, dangereuse et néfaste. Maintenant que le gouvernement se dirige vers plus de souplesse sur la question, est-ce que vous avez changé d'avis? Un, je n'ai pas changé d'avis. Deux, le fait que le gouvernement se dirige vers plus de souplesse, c'est aussi aujourd'hui tirer les conclusions d'une expertise qui est en cours et qui n'est pas achevée. Lorsque Michel Sapin s'est exprimé sur cette question, il a rappelé un principe qui est que le dimanche n'est pas un jour comme les autres. Et je pense que c'est important, je l'ai écrit là. Et en plus, si vous voulez, ce qui est assez singulier sur cette affaire, c'est que dans la société française, il y a des gens qui arrivent aux mêmes conclusions pour des motifs complètement différents. Mais au fond, profitons-en. Il y a des gens, on sait très bien que leur démarche est cultuelle, disons, ou religieuse. Moi, c'était plus la question sociale qui m'intéressait. Mais au fond, on voit bien qu'il y avait, mais pas qu'en France. Je veux dire, ce n'est pas un domaine dans lequel, aujourd'hui, il y a des pays, notamment l'Allemagne, puisqu'on nous cite tout ça, où nous serions en retard parce que là-bas, ça serait... Non, c'est l'inverse. Et je ne crois pas qu'on n'ait jamais fait la démonstration, c'est un peu basique ce que je vais dire, mais quand même, que l'argent dépensé le dimanche était encore le lundi dans la poche des consommateurs. Donc je ne crois pas à l'idée qu'il y a là, sauf sur les questions touristiques éventuellement, mais la loi est déjà suffisamment souple, qu'il y a là, je dirais, un petit espoir de croissance supplémentaire. Donc je pense qu'il y a sur le travail du dimanche, et je pense toujours à beaucoup réfléchir avant de faire évoluer. Allez Caroline. Alors vous tweetez beaucoup contre le FN, ce qui donne lieu à de nombreux commentaires et échanges entre internautes. Il y a une internaute qui vous a interpellé en réclamant l'unité pour contrer le parti de Marine Le Pen. Et en l'occurrence, dans les dernières élections partielles, on voit que vous n'êtes pas parvenu à l'unité. Est-ce que c'est ça aujourd'hui le problème de la gauche? Oui, vous avez raison, c'est un des problèmes de la gauche. C'est vrai que j'ai remarqué que le Front National s'intéressait beaucoup à ce que j'écrivais ou à ce que je faisais, mais ils n'entacheront jamais ma détermination à lutter contre ce parti. Je suis d'abord un républicain, après un socialiste, et je considère, et les événements de ces dernières heures montrent que derrière la façade ripollinée, où on présente tel ou tel monsieur bien poli, on a la véritable réalité de ce parti, enfin quand même si le FN vient de dire que cette candidate ne serait plus candidate. En 2013, en France, quelqu'un qui est candidat aux élections municipales et qui fait la comparaison entre Christiane Taubira et un singe, si on doit trouver des motivations pour continuer ce combat, il n'y en a pas besoin. Voilà. Et donc, l'unité de la gauche, oui, mais je rappelle qu'à Brignoles, nous avons soutenu au premier tour le candidat communiste, justement parce qu'il y avait ce risque. Et c'est la seule méthode qui soit efficace, même si en l'occurrence elle ne l'a pas été, mais il n'y en a pas d'autre. Une dernière question, Caroline. Alors, toujours sur Twitter, le député UMP Lionel Tardy a regretté il y a quelques jours que vous répondiez souvent à la place du Premier ministre Jean-Marc Ayrault lors des questions au gouvernement dans l'Assemblée nationale. Vous êtes son bouclier, Jean-Marc Ayrault? Écoutez, je suis ministre délégué auprès du Premier ministre. Il répond souvent. Aussi souvent que le Premier ministre, aussi souvent que le faisait François Fillon, je ne pense pas. Et il vous demande régulièrement de le faire à sa place? Il me demande régulièrement de le faire à sa place. Et écoutez, si ça n'arrive pas à convaincre M. Tardy, je promets de faire beaucoup d'efforts pour le convaincre. Mais l'objectif, c'est d'abord de parler au Français. Merci, M. Alain Vidalis, d'être venu répondre à nos questions. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Décideurs politiques.